Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans cette édition. Ouvrons ce journal avec cette information. La première session du cadre d'échange et de dialogue entre les ONG de défense des droits de l'homme et le gouvernement a eu lieu lundi dernier à Brazzaville. Parmi les points évoqués à cette session, on note la conformité de ces ONG au cadre juridique en vigueur au Congo. Les explications de Eva Atikasumba et Orolonia Kikele. Un cadre d'échange et de dialogue entre le gouvernement et les responsables des ONG de défense des droits de l'homme est désormais disponible. Ce lundi, le ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones a reçu les responsables des ONG qui militent pour la défense des droits humains au Congo. Au menu de leur rencontre, toutes les questions inhérentes au fonctionnement de ces ONG, telles que la conformité des ONG des droits de l'homme au cadre juridique de certification et effectivité, la ratification des instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme, le rapport entre les ONG et les partis politiques et le traitement de l'information relative aux droits de l'homme par les ONG. À l'ouverture de ces échanges, le patron du département de la justice congolaise a donné le ton. La présente session que nous saluons et dont nous nous félicitons de la tenue aujourd'hui est, j'en conviens, le début d'une marche déterminante qui nous conduira à placer la protection et la défense des droits de l'homme au cœur de notre rêve commun, celui du respect de la vie par tous et pour tous. Aussi, fondant tout mon espoir et toute ma confiance en vous, je vous exhorte, au nom du gouvernement, à faire preuve de votre sérieux dans le traitement de l'ordre du jour soumis à notre sagesse collective. De ce fait, il est nécessaire, voire indispensable, que la main dans la main, nous nous engageons tous ensemble à construire, comme le souhaite en tout temps son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, un pays uni et prospère, ancré dans les principes de partage, d'échange et de dialogue favorables à l'ancrage effectif des valeurs de l'humanité. Des échanges auxquels on prépare l'ambassadeur de l'Union européenne et le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile. Et comme vous le savez, le 10 février de chaque année, la Russie célèbre la journée du diplomate. À cette occasion, le nouvel ambassadeur de Russie au Congo, Georgi Tchepik, a eu un échange avec les chevaliers de la plume et du micro. Au cours de cet échange, Georgi Tchepik a fait le bilan de la coopération entre les deux États, sans oublier la politique extérieure de la Fédération de Russie durant 2019. Les détails avec Gertrude Guabaï. Environ 7000, c'est le nombre de cadres formés en Russie depuis l'établissement des relations entre cet État et le Congo à l'aube des indépendances. Une collaboration vieille de plusieurs années qui a encore de beaux jours devant elle. C'est ainsi que Georgi Tchepik définit la coopération congo-russe. En témoigne l'implication constante de cet État dans la formation des cadres congolais qui a octroyé 123 bourses l'année passée dans le cadre du quota des bourses russes pour les étudiants africains. Mais la collaboration entre ces États ne se limite pas qu'à la formation des étudiants, elle s'étend aussi à l'accompagnement dans la diversité économique par le développement de l'agriculture et de l'élevage. Un accord paraphé entre Brazzaville et le Kremlin permet désormais la formation des cadres dans le nucléaire. S'agissant du projet de construction de l'oléoduc reliant Pointe-Noire à Ouesso, l'heure est aux travaux d'ingénierie qui prendront fin en avril prochain. Ensuite interviendra la recherche de financement pour la mise en œuvre de cet ouvrage d'envergure. Le représentant de Poutine au Congo n'a pas manqué d'évoquer la volonté de son pays à réduire la tension internationale, notamment en Syrie, à renforcer les principes démocratiques de coopération entre les États et maintenir la sécurité internationale et régionale. Au niveau international, le règlement des conflits, la lutte contre le terrorisme ainsi que les questions relatives au rétablissement post-conflit sont parmi les priorités des Russes. Cette année, la Russie va œuvrer pour le maintien de la sécurité internationale, y compris la stabilité stratégique pour prévenir une course aux armements dans l'espace et empêcher la militarisation de l'espace numérique. Nous accorderons une attention particulière
à notre travail au Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de maintenir et renforcer le rôle central des Nations Unies dans le monde et l'immuabilité des principes du droit international fixés dans la charte de l'organisation. La grande majorité des pays partagent nos aspirations. L'homme d'État n'a pas manqué d'indiquer l'ambition russe de développer un partenariat gagnant-gagnant avec les États africains, cela au terme du sommet de Sochi qui avait réuni, rappelons-le, les présidents africains et Vladimir Poutine. L'incendie s'est déclenché lundi dans le 4e arrondissement Mongali. Selon les informations recueillies sur le terrain, des enfants auraient tripoté une bouteille de gaz de cuisine, ce qui aurait occasionné le feu dans une habitation avant que celui-ci soit maîtrisé par les sapeurs-pompiers qui sont arrivés à l'heure. Le bilan fait état de plusieurs dégâts matériels. Les détails avec Christelle Ngakoso. Des maisons incendiées, la quasi-totalité de tout ce qui s'y trouvait a été emporté par les flammes. La scène s'est déroulée sur l'avenue Lutassi au plateau des 15 ans dans le 4e arrondissement Mongali. Gilles Sambula, représentant du chef du quartier 43 qui a vécu les faits, expliquant. Une famille de locataires ont laissé les enfants à la maison et les enfants ont tripoté le feu en ouvrant la bouteille de gaz afin de réchauffer de la nourriture. Malheureusement que le feu a occupé la maison et les enfants ont pu quand même fuir. Donc le feu a brûlé, mais a brûlé généralement une grande maison qui a 4 chambres, une autre qui a un chambre-salon, et puis une à 2 chambres. D'où est parti le feu? C'est la maison à deux chambres salon. Mais vraiment qu'il y a eu perte de matériel. C'est grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers que les flammes ont été maîtrisées. Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Un autre accident, c'était celui de circulation qui s'est produit mercredi à hauteur de l'aéroport international de Maya-Maya, où un bus de la société de transport public urbain, avec à son bord de nombreux passagers, a frôlé une voiture en stationnement, pour être précis, au rond-point de l'aéroport Maya-Maya. Justin Babakan fait le point. C'est ici que s'est produit cet accident de circulation. Ce bus de la société de transport public urbain STPU, en pleine vitesse, en provenance de la Patte d'Oie, a percuté de plein fouet ce véhicule Toyota Corolla en stationnement à ce rond-point. Selon les témoignages recueillis sur place, le chauffeur de ce véhicule particulier, constatant une panne sèche, a immobilisé sa voiture à ce rond-point. Et comme il faut suffisamment de l'espace pour ces bus pour prendre un virage, le chauffeur ne pouvait mieux faire que ce qui s'est produit. Moi j'ai pris ça vers la DEC là. On arrive vers le rond-point. Je crois qu'il y avait un monsieur qui avait une voiture personnelle qui remplissait je ne sais pas si le carburant de l'eau. Bon, je ne sais pas si le conducteur de mal à l'aise était surpris, mais à la dernière minute, il a vu ce conducteur-là. Il a vu des gens qui remplissaient au moment où il devait, je ne sais pas, bon, je ne sais pas, chauffeur passer ou détourner, il coince et il percute ces voitures-là. La voiture s'est retrouvée de l'autre côté et nous, on a foncé droit vers au mur. Donc, au mur de la Secna, là, vers les grilles, là. C'est où après d'autres personnes sont sorties, on a évacué. Dieu merci pour moi, j'étais derrière, je suis sorti sain et sauf, quoi. Mais je prie beaucoup pour celles qui avaient le saka qui était devant. C'est ceux qui ont eu plus de choc. Plusieurs blessés ont été enregistrés à l'intérieur du bus. Et puis la question de la lutte contre le réchauffement climatique a fait l'objet d'une réunion entre les membres du gouvernement et une délégation sénatoriale française en séjour de travail à Brazzaville. L'objet de cette réunion était d'examiner les contours de l'accord de Paris sur le changement climatique et sa mise en œuvre en République du Congo.
Cette séance de travail entre les membres du gouvernement et la délégation sénatoriale française en séjour à Brazzaville a été initiée par la ministre congolaise du Tourisme et de l'Environnement. Un dialogue politique sur le climat qui a permis aux deux parties de discuter entre autres sur les rapports positifs et les contraintes sur les efforts à consentir au niveau national, la mise en évidence des points forts du pays et ses vulnérabilités face au changement climatique et de faire une revue des ressources et mécanismes financiers mobilisables, y compris les modalités d'accès à ces ressources. L'Afrique en général est une part de solution aux problèmes de dérèglement climatique et le Congo en particulier dispose des atouts nécessaires dans la lutte contre ce phénomène. Les événements récents à Pointe-Noire montrent que nous avons des enjeux, notamment sur les inondations, qu'il faut anticiper avec beaucoup d'investissements à faire et que donc le modèle de ville durable peut aussi se renforcer avec l'exemple des villes du Congo, que le Congo c'est aussi des savanes qui sont aujourd'hui sous-utilisées alors que c'est un pays qui n'est pas aujourd'hui autonome au niveau alimentaire et là le développement de l'agriculture périurbaine est un enjeu aussi très très important et c'est un pays évidemment de forêt, mais nous avons d'abord parlé de la ville avant de parler de la forêt. C'est un pays de forêt, donc un pays qui stocke le carbone et qui doit être justement rétribué pour ce stockage et un pays de grande richesse de biodiversité, ce qui est une contribution à l'équilibre et à la beauté du monde, qui là aussi doit mériter d'être soutenu. Et derrière, c'est aussi des enjeux, des opportunités d'écotourisme très importantes. Le Congo joue un rôle déterminant dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le Fonds bleu initié par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso pour préserver le bassin du Congo, deuxième poumon de la planète, en est une preuve. Cette semaine était aussi marquée par les cérémonies des obsèques de la sénatrice Emilienne Charlotte Lekunzu, décédée le 1er février à Paris. Celle qui fut aussi présidente de la Fédération congolaise de handball a reçu les derniers hommages de la part des sportifs mercredi au gymnase Nicole Oba de Talangai. Le détail avec Evra Tchikasuma et Eva Mongondo. Consternation, émotion quand la dépouille mortelle d'Emilienne Charlotte Lekunzu, née Ilondo, est arrivée dans cette grande salle du gymnase Nicole Oba de Talangai pour un dernier hommage sportif. Après avoir observé une minute de silence, l'assistance a eu droit à 2 matchs d'exhibition. Le premier, celui qui a mis aux prises les anciennes Diables Rouges aux anciennes joueuses de handball. Au finish, les anciennes joueuses de handball ont battu les anciennes Diables Rouges 6-3. Le second match est celui qui a opposé les dames des Diables Rouges à l'Étoile du Congo en catégorie junior. Match qui a vu la victoire des dames de l'Étoile du Congo 5-4. Lisons le mot du président de la Confédération africaine de handball, Charles Amboumaou, secrétaire général de cette instance africaine, est revenu sur le parcours de l'illustre disparu, tout en signalant qu'Emilienne Charlotte Lekunzu a su marquer le handball congolais en sa qualité de présidente de la Fédération congolaise de handball de 2000 à 2004. En m'adressant à vous, Charlotte Emilienne Lekunzu, vous avez inoculé aux handballeurs de votre grand pays, le Congo, des valeurs, des dons qui les ont poussés à l'efficacité, ceci pendant plusieurs décennies, en témoignent les résultats glanés par le handball congolais. Vous avez injecté dans leur vie sportive cette lumière dont vous seul aviez le secret et qui a fait non seulement votre compagnie, mais surtout votre constante présence dans leur vie de tous les jours. Ceci a été profondément apprécié. À l'un de ces éminents membres que vous avez été, la grande famille du handball africain vous remercie pour votre grand dévouement à la cause du sport en général, mais du handball en particulier. Adieu Charlotte Emilienne Lekunzu, adieu, que la terre de vos ancêtres vous soit légère. Dépôt
des gerbes de fleurs, recueillement, c'est par ces rituels que cette cérémonie d'hommage sportif a été bouclée. Décédée le 1er février dernier à Paris en France, Emilienne Charlotte Lekunzu fut présidente du comité des sages de l'association multidisciplinaire de l'Étoile du Congo. Elle laisse 7 enfants dont 6 filles et 1 garçon. Nous disons adieu la marraine Emilienne Charlotte Lekunzu. Eh bien, c'est jeudi que le corps de la sénatrice Emilienne Charlotte Lekunzu a été porté en terre au cimetière du centre-ville. Peu avant, elle a reçu les hommages de la République devant le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, au Palais des Congrès. Reportage de Giscard Mahon. Quand le corps sans vie d'Emilienne Charlotte Lekunzu franchit le hall du Palais des Congrès, un silence lourd pesait ici. Seule la fanfare des apparats d'honneur brisait ce silence bien particulier. À pas rythmé, le cercueil drapé des couleurs nationales dans lequel agit le corps sans vie d'Emilienne Charlotte Lekunzu avance vers le catafalque, suivi de la procession de la famille. Ce jeudi, la République rend ses devoirs à la sénatrice Emilienne Charlotte Lekunzu et, tour à tour, les corps constitués nationaux sont passés pour l'ultime geste, pour le geste du recueillement. À cet hommage, le couple présidentiel s'est joint à la cérémonie pour rendre aussi hommage à Emilienne Charlotte Lekunzu. À l'oraison funèbre, Odette Massoussa a décrit la disparue comme une femme battante. Femme de caractère, au sens le plus noble du terme, dont la compétence était unanimement reconnue par tout le Parlement, la vénérable Emilienne Charlotte Lekunzu a été une grande dame, une vraie battante, toujours guidée par la force de ses convictions que rien, absolument rien, ne pouvait ébranler. Puis, le geste du président de la République, quand lui et son épouse sont venus déposer la gerbe de fleurs. L'hymne national a aussi retenti pour honorer celle qui vient de partir. Après le palais des congrès et la cathédrale Sacré-Cœur où la dépouille s'est ensuite retrouvée, c'est au cimetière du centre-ville que le monde est venu pour l'inhumation. Denis Sassou Nguesso y a fait aussi le déplacement pour ces moments de séparation, pour ces moments de douleur. C'est le geste d'adieu. Désormais, c'est ici que la sénatrice Emilienne Charlotte Lekunzu se reposera pour l'éternité. Que son âme repose en paix. Parlons à présent de cette campagne de collecte de sang au grand public initiée par le Centre national de transfusion sanguine. La synthèse invite les populations à faire les dons de sang depuis un certain temps. Elle a initié même des opérations pour la collecte de sang et donc suivez ce constat réalisé par Vincent de Paul-Goubela. Disponibiliser le produit sanguin dans les hôpitaux de la capitale et les centres périphériques, c'est le combat qui s'est assigné le Centre national de transfusion sanguine qui a initié depuis 2018 le programme collecte de sang grand public. Ce programme initié depuis 2018 s'est poursuivi ce jeudi à l'intersection de l'arrêt de bus Rectorat. Louis Norbert Conte-Yombo nous édifie sur les premières opérations qui se réalisent à une personne avant le don de sang. Quand vous passez, c'est votre cœur qui bat, qui se dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est une collecte de sang, je viens. Vous venez, vous allez trouver des frères qui sont ici, de l'association congolaise de donneurs de sang, qui vous reçoivent, qui vont vous donner une fiche.
cette fiche, vous allez mettre votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et à partir de là commence le processus. L'âge, il faut avoir 18 ans et au maximum 60 ans. Voilà le tout premier critère. Le reste des critères, c'est le médecin. Parce que nous avons un médecin qui est là, c'est lui qui décide à la fin, quelle que soit votre volonté, si vous devez donner ou pas. Couvrir tous les besoins de Brazzaville et Kinkala en produits sanguins en une journée, il faut au maximum 250 poches. Alors, qui est appelé à faire le don de sang. Chacun de nous, en se promenant dans la rue, a ces 5 litres de sang. Et les 5 litres de sang, c'est un médicament pour chacun de nous qui est à l'hôpital. Les enfants en état d'anémie, les femmes qui viennent d'accoucher, qui ont par exemple font de l'hémorragie après l'accouchement, ou des accidentés, ou toute autre maladie aujourd'hui. Aujourd'hui, là, toutes les maladies, il y a des demandes de sang. Les drépanocytaires, il y a des demandes de sang. Donc la demande est très forte. Quelqu'un qui a une tension basse ou élevée, on ne peut pas prélever parce qu'il peut faire un arrêt cardiaque, par exemple. Quelqu'un qui a pris déjà de l'aspirine ou qui est sous traitement, il ne peut pas donner. Quelqu'un, par exemple, qui a un tatouage qui est récent, il ne peut pas donner. Bon, quelqu'un, par exemple, qui a plusieurs partenaires, par exemple, ne peut pas donner parce que c'est une personne à risque. Le fait d'avoir plusieurs partenaires, c'est un risque d'infection pour soi-même et d'infecter les autres qui vont recevoir ce sang-là. Donc le médecin est là pour garantir la première étape de la sécurité transfusette, ce que nous appelons. Pour garantir que le produit que nous prélevons, il est de bonne qualité. Maintenant, le reste se fait au laboratoire. Une femme indisposée ne peut pas faire le don de sang. Tout dépend du médecin parce que si ça vient de commencer, c'est au médecin d'apprécier. Si les menstrues viennent de commencer, c'est au médecin d'apprécier. Sans donner égale vie sauvée, affirme-t-on. Tout donneur apprécie le geste salutaire qu'il accomplit. C'est très encourageant. Beaucoup de personnes sont effrayées de rentrer dans les hôpitaux, de faire un don de ce genre. Lorsque ces agents vont vers la population, c'est une très bonne chose, c'est les encourager à sauver des vies. Parce qu'effectivement, nous devons réaliser que beaucoup de nos frères, beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos parents, beaucoup de nos mamans souffrent pour des groupes de sang qui ne sont peut-être pas trouvables au sein de la banque de sang. Donc c'est quand même assez triste et rare de constater que certaines personnes sont insensibles à ce genre d'activité. Bon, moi, c'est pas un parent, moi c'est personnel, hein. C'est parce que moi par rapport à ma santé, hein, je veux suivre ma santé de près. C'est par rapport à la santé, je veux connaître les résultats à chaque fois. Moi je fais souvent les examens pour connaître. J'avais l'intention de le faire. Bon, quand j'ai trouvé l'occasion de le faire, vraiment je suis très heureuse. Pour les gens qui ont peur de le faire, je leur dis vraiment de venir parce que beaucoup de gens qui sont en train de mourir à cause du sang. En donnant son sang, c'est un acte de vie qu'on pose, mais il permet aussi de connaître son groupe sanguin et son statut sérologique. Nous avons 2 types de donneurs. Nous avons ce qu'on appelle les donneurs familiaux qui viennent donner parce qu'un parent est malade. Ceux-là, nous on ne les considère pas parce que l'OMS dit que le don doit être bénévole et doit être volontaire. Et il y a ceux qui donnent régulièrement, ce sont des donneurs réguliers, on les reconnaît comment? Par la carte de donneur. Et quand ils ont une carte de donneur, et avec cette carte de donneur, ils doivent, la première des choses à faire, la faire certifier. Certifier comment? En venant à chaque fois qu'il fait un don. Pour un homme, c'est chaque 3 mois. Pour une femme, c'est chaque 4 mois. À chaque fois qu'il fait un don, il doit passer chercher ses résultats. Elle n'est valable que si elle est certifiée et que quelqu'un, chaque fois, vient chercher ses résultats. Quand il arrive au 5e don, et il continue à donner parce que nous suivons la régularité, il bénéficie des services au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Pour qui? Pour lui-même, pour son père, pour sa mère, pour ses enfants, pour son épouse ou son époux. Pas pour d'autres parents, non. À la question de savoir pourquoi une poche de sang donnée à un patient est conditionnée par une somme de 7 500 francs et 4 personnes pour le remboursement, le chef de service communication précise. Elle est gratuite, pourquoi? Parce que toute la charge qu'il y a, les coûts, ce qu'on appelle le coût de production d'une poche de sang,
Aujourd'hui, là, elle est démontrée, l'OMS a fait une étude pour chaque pays. Pour le Congo, par exemple, on est à 70 000 francs. Pour qu'une poche quitte chez le donneur, le sang quitte chez le donneur, et pour qu'il parte chez le receveur à l'hôpital, le malade, l'État congolais dépense 70 000 francs. Vous voyez, ceux qui viennent chercher la poche de sang, en réalité, ne donnent que 10% du produit. C'est que l'État tourne à perte. Donc, ils prennent la poche. Puisque nous n'avons pas assez de donneurs, nous n'avons pas assez. Et c'est pour ça que nous exigeons que celui qui n'a pas la carte de donneur, qui ne bénéficie pas de la gratuité du sang, cela puisse nous ramener, par mesure, nous ramener, puisqu'il a pris la poche qui n'est pas la sienne, qui nous ramène d'abord 3 personnes et qui donne cette contribution de 7 500. Et 4 personnes pour une poche qui donne cette contribution-là. Dans la poche de sang, elle n'est pas vendue. Elle est cédée à une maudite somme de 7 500. Mais puisque vous n'avez pas la carte de donneur, vous n'êtes pas donneur régulier, on vous exige ça. Mais l'objectif du CNTS, c'est quoi? Et qui est l'objectif du gouvernement? C'est arriver à la gratuité du sang. La date d'expiration d'un produit sanguin est de 35 jours, nous a-t-on révélé. La campagne de collecte de sang grand public se déroule dans 2 grandes villes du pays, à savoir Brazzaville et Pointe-Noire. Après le rectorat, ce vendredi, l'équipe du CNTS se rendra au marché Mouiti à Diata. La mairie de Kitele a connu une agitation cette semaine. En patient qui se croyait être atteint du coronavirus s'est présenté au siège de la mairie de Kitele. La situation a créé une psychose chez les agents et habitants de la commune de Kitele. Mais après vérification, le patient ne présentait que les symptômes du paludisme. Suivez. Sauf qui peut, ce mercredi à la mairie de Kitele, tous les agents ont pris la clé des champs et déserté leur poste à l'annonce par ce vigile de cette mairie d'un cas de coronavirus. En effet, un patient répondant au nom de Ruben Malanda, provenant de Ngangalingolo, et à la recherche vraisemblablement d'un centre de prise en charge ou de mise en quarantaine, annoncé par le gouvernement ici à Kitele, s'est présenté à cette mairie, certainement pour avoir les plus amples informations et peut-être pour une prise en charge. Après l'avoir enregistré, cet agent vigile va informer les autorités de cette mairie. La suite, c'est le sauve qui peut, la débandade qui s'installe. Cette mairie s'est vidée de ses occupants, craignant une probable contamination. Djibril, l'agent vigile, nous décrit les circonstances. Hier, aux environs 11h15, j'ai reçu un monsieur qui est arrivé ici. Il m'a d'abord salué. Bonjour, j'ai dit oui, bonjour. Il me dit, bon, mais est-ce que ici à Kitele, on a installé un centre de traitement du virus corona? Je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit, non, moi je suis atteint. Atteint? Comment? Il dit, non, je suis d'abord malade. Je suis allé me traiter à l'hôpital de Bissita. Et Bissita m'a évacué à Blanche Gomez. De Blanche Gomez, on me dit non, je présente les symptômes. Je dis ah, dans ce cas, moi je vais aller alerter les autorités de la mairie. Quand vous allez alerter les autorités, c'est là où vraiment il y a eu des bandades. Il y a eu des bandades, chacun était parti à son coin. Ce patient a été par la suite retenu dans un coin de cette mairie, où 5 heures après, les agents du ministère de la Santé arrivés sur le lieu, après examen, ont décelé les symptômes d'un palu, et non ceux du coronavirus. J'ai vu la délégation ministérielle arriver, et les médecins leur posaient quelques questions. Mais non, il y a un médecin qui s'est approché de lui. Il lui a dit non, monsieur, toi tu ne présentes pas les symptômes du virus corona. Sinon, tu as un palu maltraité. Tu as un palu maltraité. Bon. Aussitôt, l'ambulance est arrivée. Bon. Les médecins ont décidé de l'amener au CHU pour aller vraiment prendre les soins appropriés. Jusqu'à ce jour, aucun cas de coronavirus n'a été détecté au Congo. Quant à la mairie de Kitele, les agents ont repris timidement le travail.
Poursuivant cette édition du journal, la centrale d'achat des médicaments essentiels et de produits de santé est dans l'insalubrité la plus totale. Le premier samedi du mois n'y passe quasiment pas et en cette période de pluie, il n'est pas rare de constater les formations des mares d'eau à la CAMES, des mares d'eau qui mettent les travailleurs de cette structure, voire même les patients en difficulté. Constat fait par Morel Mabélé et Jaurès et Combat. La propriété chasse la maladie, dit-on. La centrale d'achat des médicaments essentiels et des produits de santé, CAMEPS, travaille dans des conditions qui laissent à désirer. Dès que vous arrivez dans cette centrale, elle vous présente ce spectacle à l'entrée. Cette structure sanitaire est un établissement public à caractère industriel et commercial. Elle a pour mission d'acquérir les médicaments essentiels et les produits de santé de qualité, d'approvisionner les formations sanitaires publiques et privées, de rendre les médicaments essentiels et produits de santé disponibles et accessibles à moins de coût sur l'ensemble du territoire national et d'accompagner l'action du gouvernement dans la mise en œuvre des politiques de gratuité concernant notamment le sida, le paludisme et la tuberculose. La centrale d'achat des médicaments essentiels et des produits de santé qui a un problème de trésorerie fonctionne grâce à l'aide financière des partenaires tels que le Fonds mondial, l'UNICEF et du gouvernement congolais. Cet établissement public a du mal à prendre de l'envol. Même les fonds alloués à son fonctionnement ne sont pas décaissés. 11 milliards pour l'exercice 2018 et 12 milliards pour l'exercice 2019. La direction générale de la police veut amener les sociétés de gardiennage à assumer leurs responsabilités dans de nombreux cambriolages enregistrés dans le pays. C'est ce qui explique l'échange entre la DGP et les responsables de ces sociétés. Justin Bambaka pour les détails. Les sociétés de gardiennage interpellées par la direction générale de la police. Ce vendredi, le directeur général adjoint de la police a échangé avec ses responsables pour attirer leur attention sur ce qui est de leur fonctionnement. Aujourd'hui, il a été constaté que 80% des forfaits commis au Congo sont imputables aux agents de gardiennage s'ils ne sont pas complices, alors qu'ils sont des auxiliaires de justice et qu'à ce titre, qu'ils devaient collaborer avec les services de police. Sur quelle base ces agents de sécurité ou de gardiennage sont-ils recrutés ? Se demande la police. Certes, le secteur n'est pas encore réglementé, mais la direction générale de la police voudrait tout de même apporter sa contribution. C'est ainsi qu'elle a suggéré que ces sociétés établissent un fichier de leur personnel dans lequel figureraient toutes les informations sur l'agent recruté. La mise en place d'une plateforme de coopération entre ces sociétés pour une bonne collaboration. Yobi Didas, le directeur de la sécurité publique, sous ses faits reprochés à ses agents de gardiennage. Les sociétés de gardiennage qui exercent dans un secteur qui malheureusement n'est pas suffisamment encadré actuellement, mais qui pose problème parce que de plus en plus les gardiens sont impliqués dans des faits délictuels et qui se commettent là où même ils sont censés garder. Ils sont soit complices, soit auteurs des infractions relevées dans les lieux qui leur sont confiés pour la garde. Alors il a fallu donc échanger avec eux afin de recadrer un certain nombre de choses et garantir l'ordre dans la société. La direction générale de la police a exhorté ces sociétés à aller vers le professionnalisme, tout en insistant sur la moralité des agents à recruter. Ils avaient quelques divergences sur quelques points du protocole d'accord signé entre le gouvernement congolais et l'unité de santé internationale du Canada. Eux, ce sont les membres de l'intersyndicale du CHUB qui réclamaient même il y a quelques jours le départ du directeur général Sylvain Villiard. Et pour recadrer les choses, ces derniers se sont retrouvés avec la ministre de tutelle Jacqueline Lydia Mikolo, avec qui ils se sont accordés sur les principales revendications. Ces échanges se sont bouclés par la signature d'un relevé de conclusion. Les gestionnaires du grand centre hospitalier de Brazzaville sont sur le point de trouver des solutions à la crise qui sévit. Une crise qui oppose l'intersyndicale, la direction générale de l'hôpital et l'ONG, l'unité de santé internationale USI. L'unité de santé internationale
qui a la mission d'accompagner les réformes de cette structure sanitaire. Au lendemain de la déclaration du collectif des médecins et des cadres de cet établissement sanitaire, les séances de travail visant à éclairer la lanterne sur les différents points contenus dans le contrat de gestion se tiennent déjà à Brazzaville. Ce vendredi, Karina Dubois-Guyane, directrice de l'unité de santé nationale, a échangé avec les partenaires sociaux. Les deux parties ont reconnu que le problème de communication est à l'origine de cette incompréhension. Pour Victor Bienvenu Kwama, il faille que des séances de restitution soient organisées pour dissiper tout malentendu au sujet de cet accord liant le CHU et l'unité de santé internationale du Canada. Nous partageons les objectifs de ce projet et je crois que c'est la base la plus importante. Donc nous sommes tous parties prenantes pour avancer dans ce projet et nous devons nous assurer avec le ministère de la Santé, qui est également partenaire, et l'intersyndicale, de pouvoir maintenir ces communications et de nous assurer qu'il y a des plateformes qui nous permettent de discuter entre nous. Il y a des responsabilités qui incombent à l'unité de santé internationale et aux prestataires de services que nous sommes. Il y a également des responsabilités qui reviennent au gouvernement, au ministère de la Santé, et il y a également des responsabilités qui incombent à l'intersyndicale et aux employés. Alors tous ensemble, nous devons convenir de ces mécanismes et nous assurer qu'ils seront mis en place. Notons que le contrat signé entre cette structure pour gérer le CHU a une durée de 3 ans. La nouvelle direction de l'hôpital a déjà passé 9 mois à la tête de cet établissement sanitaire. Et puis cette information, avant de nous séparer de la dicta Brazza qui vient d'être lancée à Brazzaville par le proviseur du lycée français Saint-Exupéry, au moins 619 élèves représentant 20 établissements scolaires publics et privés du Congo s'affrontent pour la production du meilleur texte de dictée. Les vainqueurs du concours seront récompensés le 5 mai prochain lors de la finale à l'Institut français du Congo. Reportage de Armand El Sonza. 20 établissements scolaires publics et privés à la conquête du trophée Dicta Brazza édition de 2020. On voit ici une forte participation des écoles de Brazzaville qui veulent à tout prix ravir la palme d'or du lycée d'excellence de Mbunda de Dolizy, tenant du titre de l'édition précédente 2019. Dicta Brazza, un concours du rallye d'orthographe qui invite les élèves à la production du meilleur texte de dictée obéissant à une certaine exigence. Les meilleurs seront présentés le 5 mai prochain à l'Institut français du Congo lors de la finale. Dicta Brazza est lancé, les élèves s'y attellent et sont d'ailleurs confiants. Chaque école est représentée par ses vaillants ambassadeurs qui sont constitués en équipe pour faire gagner justement leurs établissements avec l'appui de leur coach. Un véritable challenge cette année pour le lycée français Saint-Exupéry, l'initiateur du concept Dicta Brazza depuis 2011, qui est allé au-delà de l'organisation. On voit cette année qu'il y a des mots qui viennent de Belgique. L'année dernière, c'était des mots qui venaient du Québec. Il y a aussi 2 mots de Lingala qui sont intégrés dans ce dispositif. Donc on est vraiment sur du partage et sur une recherche de technicité aussi, puisque la réalisation de la dictée encourage les élèves à trouver ce qui peut être les subtilités plutôt que les pièges de la langue française. Bonne nouvelle pour les amoureux de l'orthographe, car Dicta Brazza a obtenu cette année le label francophone et fait partie des dispositifs relayés par l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. À compter de ce jour, Dicta Brazza s'intègre désormais dans les activités de la semaine de la langue française et de la francophonie. Bravo au lycée français Saint-Exupéry de Brazzaville qui a bataillé dur pour obtenir un peu comme de l'agrément au sein de l'OIF. L'occasion pour Laurent Kadik,
le proviseur du lycée français Saint-Exupéry de rendre un vibrant hommage mérité à tous les établissements partenaires qui ont rehaussé le niveau de la compétition grâce à leur concours. Selon les statistiques, 160 élèves ont participé à Dicta Brazza en 2014, 416 en 2017, 480 participants en 2018, 600 l'année dernière et 619 élèves participent cette année. Dicta Brazza, un concours extrêmement ouvert à tous les établissements scolaires. Bonne chance aux candidats. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À très bientôt.